La gendarmerie, en 1973, quand j'ai créé le groupe, a pris cette décision parce qu'il y avait eu un an avant la prise d'otage de Munich, qui avait été un échec énorme. Comme elle avait été confrontée précédemment à deux opérations importantes qui avaient connu également un échec retentissant en France, qui était l'opération de Clairvaux, où il y avait eu une prise d'otage à l'intérieur de la prison, et l'opération de Cestas, qui était un père qui avait retenu ses enfants en otage et qui avait menacé de les tuer en cas d'intervention. Et il avait mis ces menaces à exécution. Tout le monde était sorti traumatisé de tout ça. Ce qui fait que la gendarmerie s'est dit il faut qu'on ait un outil pour pouvoir répondre à ce genre d'opérations, être capable de les mener. Et moi, j'étais chargé de la formation commando en tant qu'instructeur. Et j'avais spécialisé un petit peu mes exercices autour de la prise d'otage et de la négociation en prise d'otage. Et l'officier qui commandait le centre de formation qui était à Étampes-Mont-Désir a donné mon nom quand la gendarmerie a décidé de créer une unité spécialisée contre la prise d'otage. Et j'ai fait une note de service où j'ai demandé aux volontaires, ce que je voulais au départ, c'est d'avoir des volontaires, s'ils acceptaient de participer à la création d'une unité pour les opérations spéciales. Après cette sélection, j'ai eu à peu près 80 candidats. J'en ai retenu 17. Avec votre serviteur, ça faisait 18, quoi. Et c'était le 3 novembre 1973. La gendarmerie s'est rendue compte assez rapidement qu'il était important que cette unité régionale devienne une unité nationale. Et le directeur de l'époque a demandé à ce que l'ECRI soit transformé en GIGN, unité nationale. L'objectif du GIGN, il a toujours été de ne pas utiliser les armes si c'était possible. Donc, mettre en place une négociation qui fera qu'on aura la possibilité d'obtenir, un peu comme on l'a eu à l'hôtel Fesch, une reddition, ce qui est pour nous l'exercice le plus beau, quoi, parce qu'on a fait exploser la crise sans qu'il y ait de vie perdue, qu'elle soit celle d'agresseur ou celle d'otage. Le directeur de la gendarmerie, qui s'appelait M. Cochard, qui était un civil à l'époque, m'appelle et me dit « Mon lieutenant », j'étais lieutenant à l'époque, « Mon lieutenant, il y a une prise d'otage à Djibouti, un bus scolaire d'enfants de militaires a été détourné et il faut que vous interveniez par 3 terroristes immenses. Et il faut que vous interveniez, donc préparez-vous à partir le plus rapidement possible. L'Oyada a été la première opération d'importance, d'envergure pour la gendarmerie et à travers le GIGN à l'étranger. À l'époque de Djibouti, le groupe, on devait être 25. Donc il fallait que je laisse une équipe sur place, voire 2. Nous décollons à 3h, à 15h heure de Paris, 15h30. Et nous arrivons à minuit 30 à Djibouti. Tout de suite, j'apprends que ce n'est pas Djibouti, mais que c'est l'Oyada. Donc il se retrouve à 12 km de Djibouti, en plein désert, près du poste frontière. Il y a un preneur d'otages, un terroriste en plus. Ils ne sont plus 3, mais ils sont 4. Je savais qu'il fallait pouvoir être sur le bus le plus rapidement possible. Mais je pouvais le faire qu'avec l'appui de la Légion. On ne savait pas du tout ce qui pourrait se passer. Le général m'a dit « Vous attendez l'ordre de tir ». Et je dis « Mais si j'ai des opportunités ». « Ah non, 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 il faut que le président de la République donne son autorisation ». Nous, on répétait ce qu'on appelle le code de tir pour que tout le monde se mette dans l'objectif de l'intervention. Alors le code de tir se déroule de la manière suivante. Quand les tireurs ont l'acquisition, ils disent leur code. Là, du coup, il y avait 5 codes. Et quand vous avez l'acquisition des 5, 1, 3, 4, 2, 5, je dis 0. Et à ce moment-là, les tireurs comptent dans leur tête 333, ce qui est 1 seconde mécaniquement. Ils disent 333, 333, 333, et à ce moment-là, ils tirent, tous en même temps, sans qu'on ait besoin de dire feu. Pourquoi 3 secondes? Parce que s'il y a une modification pendant ces 3 secondes, il y en a un qui peut dire toujours non. Et à ce moment-là, on aurait repris le code de tir. Je dis au général, on va tirer dans quelques minutes, écoutez. Et à 45 ou 46, je ne sais plus, je dis 0.
et 333, 333, 333, un seul coup de feu. Les 5 fusils tirent. Il y a un deuxième coup de feu après, parce que celui qui était sur une caisse n'était pas tombé tout de suite, et le 6e fusil l'a neutralisé définitivement. Après ce coup de feu, doublé de l'autre, il y a eu un... Mais on dirait que le temps s'était arrêté, vous voyez, c'est un truc... J'ai du mal toujours à l'exprimer. Il y avait un silence de mort. Mais ça, je le sens encore. Et tout d'un coup, on a été pris sous le feu d'une mitrailleuse somalienne, une MG42, qui tire 1200 coups minute. Et là, ça a été l'enfer. Et on avait l'ordre de ne pas tirer sur l'armée somalienne. Et au bout de 2 minutes, la mitrailleuse s'est enrayée. Et du coup, j'ai dit à ce moment-là à mes hommes, à mes tireurs, vous tirez sur tout ce qui porte une arme. 2 de mes hommes me disent, couvrez-nous mon lieutenant, on va courir sur le bus. Ils sont partis en avant, ils s'appellent Dufour et Renault, et ils ont été pris à partie quand ils sont arrivés sur le bus. Heureusement, dans un premier temps, on avait donc éliminé 5 terroristes, il en restait 3. Pendant le moment où ils couraient, un de mes tireurs, qui s'appelle Étienne, a tiré, lui, sur 2 terroristes qui étaient en train de leur tirer dessus au moment où ils montaient à l'assaut du bus. Mais il en manquait un. Et en fait, comme nous, on les suivait à 80 mètres derrière eux, on n'a pas vu qu'un autre terroriste était monté dans le bus. Ce qui fait que quand ils sont arrivés dans le bus, ils se sont fait tirer dessus d'abord par ce terroriste, qui avait pris un des enfants en otage dans ses bras pour se protéger, et un caporal de la Légion est monté par la porte avant droite, en même temps que Pierre Renaud. Et Pierre Renaud lui dit « Attention, il y en a un, avant qu'il monte, lui dit « Attention, il y en a dans le bus ». Et quand il est rentré dans le bus, le caporal, avec Pierre Renaud derrière lui, malheureusement, le preneur d'otages a tiré dans une rafale, mais tenant l'enfant et ayant une arme dans la main, la rafale, elle a été un peu, pas vers le caporal, ni vers Pierre Renaud, elle a été sur le côté droit, ce qui a fait des dégâts considérables dans les enfants. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Et c'est Jacques Dufour qui, lui, monte et l'arrête dans ses tirs meurtriers. Il tombe à ce moment-là. Il a fallu casser les glaces pour passer les enfants. Et c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait une petite fille qui était décédée et une autre qui était très gravement touchée. Et tout d'un coup, alors qu'on était sûr de réussir, eh bien on se retrouvait avec 2 petites filles qu'on n'avait pas pu sauver. Voilà, elles s'appelaient Nadine et Valérie. Disons que je suis assez triste. Pourtant, vous avez quand même réussi votre opération. Disons que nous avions tous l'espoir de sauver tout le monde, quoi. C'est surtout, au départ, c'était ça. Et chaque fois que nous travaillons dans cet esprit-là, pouvoir tirer tout le monde d'affaire. Et la préparation du personnel, si elle est intense, c'est dans ce but unique. On voyait tous nos enfants dans ce bus. On n'avait qu'une hâte, c'était de pouvoir être sur place pour pouvoir les sortir de ce drame impensable d'une prise d'otage faite pour exercer un chantage sur la France avec des enfants. Pour le général, alors que tout le monde effectivement pensait qu'on n'arriverait pas à les sortir, pour eux c'était malgré tout un succès. Mais pour nous, ça a été à la fois un succès dans la vision qu'en a eu le monde, compte tenu de la difficulté de l'opération et des conditions. Mais quand vous partez en étant certain de ramener tous les enfants aux parents, c'est quelque chose qui vous poursuit toute la vie.